Et je vais même enregistrer dans... Voilà, Laetitia, ça fait plaisir de voir que tu es à fond comme ça. Ah ben allons-y, c'est parti. Alors je ne me rappelle pas exactement où on en était, mais je suppose qu'on avait dû finir les exercices 1 et 2. Est-ce que c'est ça? C'est ça? Donc du coup, on attaque l'exercice 3. L'exercice de modéliser le problème du voyageur de commerce comme un programme linéaire en nombre entier. Ben, ça tombe bien avec ce qu'on vient de faire. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé pour commencer. Un peu sensible ce micro, là, je vais le baisser. Ouais, peut-être ça sera mieux. Ouais, c'est mieux. Il se déclenche pas pour rien. Alors peut-être je pourrais commencer par vous rappeler. Comment? C'est le TD4, ouais. Oui, là c'est la correction là, que je vous projette. Vous l'avez en ligne la correction, mais dans le sujet en effet il n'y a pas les figures. Donc j'allais commencer par vous rappeler ce qu'était le problème du voyageur de commerce. Dans le voyageur de commerce, vous avez un ensemble de villes et il faut faire une tournée sur ces villes. D'accord? C'est ce qu'on appelle un tour. Donc un tour, qu'est-ce que c'est? C'est visiter toutes les villes une et une seule fois et revenir à son point de départ. D'accord? Donc par exemple, on peut faire comme ça. Ça, c'est un tour. D'accord? Et ce qui nous intéresse, c'est la longueur du tour. Donc pour chaque paire de villes UV, il y a une distance entre U et V. Et ce que vous sommez, c'est la distance le long du tour. D'accord? Et nous, ce qu'on veut, c'est faire un tour de distance minimum dans le voyageur de commerce. Donc là, par exemple, c'est une façon de faire. Il y aurait une autre façon de faire, je ne sais pas, moi, ça serait par exemple comme ça. D'accord? Il y a des façons plus ou moins bien, vous voyez. Voilà. Ok, donc il y a différents tours. Et nous, ce qu'on veut, c'est trouver un tour dont la somme des distances est minimum. Okay, donc c'est ça le problème du voyageur de commerce. Alors on veut formuler ce problème par un programme linéaire, mais en nombre entier. Bon, on ne peut pas le faire par un programme linéaire tout court parce que vous savez que dans le voyageur de commerce, le problème est NP difficile. Et que si on faisait un programme linéaire, il y a des solveurs polynomiaux pour la programmation linéaire. Donc si on a un espoir de le faire, ça n'est que dans la programmation linéaire en nombre entier, qui, elle, est également un problème difficile. Okay, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à passer à la... Si, c'est bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on vous donne carrément les variables. Donc, ça, c'est plutôt un bon départ. Les variables, on vous dit ce que c'est. Les variables qu'on va prendre dans ce problème linéaire. C'est les BUV. D'accord? Et pour chaque couple, chaque paire UV de villes, on va prendre une variable BUV qui vaut 0 ou 1. C'est pour ça que c'est en nombre entier. C'est parce que c'est discret, d'accord? Elle vaut soit 0, soit 1. Et on va prendre BUV égale 1 si et seulement si, avec elle valent 0 ou 1, avec
la convention BUV est égal à 1 si et seulement si UV est une arête du tour. Ok. Voilà. Et donc moi ce que je veux c'est trouver un tour minimum. Donc je veux faire une assignation des BUV qui d'une part définissent un tour et d'autre part soit un tour de distance minimum. Alors on commence par s'occuper de ça. Vous allez voir qu'à faire que c'est un tour, c'est un peu plus compliqué. Mais on va commencer par faire en sorte, par dire ce que c'est la chose à optimiser. Alors dans le problème, on a dû nous donner aussi les distances. Comment ils appellent les distances? DUV, d'accord? Donc comme je l'ai appelé. Pour chaque couple UV, vous avez DUV. Okay. Donc qu'est-ce que c'est la fonction objectif? Donc déjà, c'est minimiser. Donc il ne sera pas en forme standard, le problème. C'est minimiser une certaine combinaison linéaire. Alors, ça va être quoi cette combinaison linéaire? Donc, certaines combinaisons linéaires des variables, des BUV. Ça va être quoi? Est-ce que vous arrivez à écrire ça déjà? Moi, je veux minimiser la somme des distances sur le tour. Oui? Exactement. C'est BUV fois DUV. Okay, parce que pour chaque paire que j'ai sélectionnée, pour lequel BUV vaudra 1, je veux sommer le DUV qui correspond. Et si BUV vaut 0, ben je ne compte pas la distance UV. Donc comme ça, là, comme j'aurai 1 que sur les arêtes de mon tour, donc là, par exemple pour le tour rouge, celle-là est à 1, celle-là est à 1, celle-là est à 0. Celle-là ici aussi, elle est à 0. D'accord, la variable BUV correspondante. Je mets à 1 que celles qui sont sur mon tour. Ok. Celle-là, par exemple, là, elle est à 0. Voilà. Donc du coup, pour toutes celles qui sont à 0, ça fera 0 fois la distance, ça ne compte pas. Et pour toutes celles qui sont à 1, je compterai la distance. Donc c'est ça l'objectif que je cherche à minimiser. Okay, c'est la longueur du tour, c'est exactement ça. Alors, seulement le problème, il n'est pas si simple. Parce que là, j'ai juste dit ce que je cherche à minimiser. Mais si je prends n'importe quelle affectation des BUV, ça ne va pas me définir un tour. Donc maintenant, il faut mettre toutes les contraintes qui vont dire que les BUV, là, ceux qui sont à 1, ça définit un tour, ça définit un cycle sur l'ensemble de toutes les villes. Oui, parce que si je cherche juste à minimiser ça, je vous dis de suite, la solution, c'est de prendre BUV égale à 0 pour tout le monde. On ne peut pas faire mieux que 0, là. C'est que des trucs positifs, ça, les DUV. Ok, donc maintenant, il faut minimiser ça, mais sous certaines contraintes. Sous la contrainte que les BUV à 1 définissent un tour. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est la question? On va regarder la question quand même. Donner un ensemble de contraintes appelées contraintes de parité qui garantissent que chaque ville appartient à exactement 2 paires sélectionnées dans le tour. Oui, ça, vous voyez que c'est une propriété du tour. Dans un tour, si je m'intéresse à une ville, n'importe laquelle, mettons par exemple celle-là, vous voyez qu'elle est exactement dans 2 paires qui ont été sélectionnées, dans 2, comment dire, j'allais dire des arêtes, c'est pas des arêtes, ou alors le graphe est complet, quoi. Mais dans 2 paires, d'accord, elle va être sélectionnée dans la paire qui sert à arriver à cette ville et puis la paire qui part de cette ville. Donc le nombre de BUV à 1 autour de la ville, je vais l'appeler du coup, je sais pas moi, W, ok, autour de la ville W. Donc ce graphe-là, il est complet. Vous avez la distance pour chaque couple de sommets, d'accord. Le nombre de trucs à 1, c'est exactement 2. Tous les autres, ils sont à 0. Okay, ils sont tous à 0, sauf les 2 rouges, là, qui sont à 1. Donc ça, c'est en effet, c'est une contrainte. D'accord, il faut que le nombre de BUV pour chaque ville soit exactement 2. Alors, est-ce que vous pouvez écrire cette contrainte? Donc la contrainte, ça va ressembler à... Donc il faut minimiser ça sous contrainte. Pour toute ville U, on a
U appartient à exactement deux villes, deux arêtes sélectionnées. Alors comment est-ce que vous écrivez ça? Oui. En ABR2, j'ai arrêté de dire qu'il existe une ville telle que ces coordonnées sont où U est le premier de la paire UV et la deuxième est le deuxième mât. Je pense que c'est pas ça. Ouais, mais il existe ça, je sais pas trop comment le mettre ça, il existe. Moi je veux juste une contrainte linéaire là. Alors quand je mets les quels que soit, ça veut dire qu'en fait c'est un ensemble de contraintes linéaires. Il y aura une contrainte linéaire par U. Sinon je pourrais toutes les écrire comme ça en extension. Mais il me faut un truc ça sous forme linéaire quoi, une inégalité. Oui. Ouais. La somme des BU, des BUV avec V, l'ensemble des sommets sauf U, ouais, soit égal à 2. D'accord? Ça, c'est une façon de dire que tous les BUV, alors BUV et BVU, c'est les mêmes. Hein. C'est la même chose, BUV et BVU dans mon truc. Hein. Là, c'est UV, ça veut dire la paire UV. Si je l'écrivais vraiment comme il faut, je devrais écrire un ensemble de deux éléments, comme ça. Voilà, je veux qu'il y en ait exactement deux. Alors, est-ce que c'était ce qui était proposé dans la solution? J'espère. Oui, c'est ça. Ok. C'est marqué où? Ah, c'est marqué dans la suite de l'exercice en plus. Ok. Ah oui, parce qu'on obtient le truc comme ça, c'est ça? Voilà. Donc à ce stade, on a la formulation du truc comme ça. Donc c'est minimiser ce machin-là sous les contraintes que pour tout U, on a la somme des BUV qui vaut 2. Et que, évidemment, on a les BUV qui sont entières et qui valent 0 ou 1. Ah, Laetitia, tu avais répondu juste, j'avais pas vu. Oui, c'est ça, on veut que la somme des BUV vale 2. Ok. Donner un exemple. Alors, ce que je veux dire là, c'est que, est-ce que ça, le simple fait que chaque ville appartienne à exactement 2 arêtes du tour, est-ce que ça suffit à garantir que ça soit un tour? Oui? Alors presque, mais pas tout à fait. C'est la question 2. Donner un exemple dans lequel chaque ville appartient à exactement 2 paires sélectionnées par le programme linéaire P, c'est-à-dire tel que il y a deux paires telles que BUV égale 1, mais l'ensemble des paires qui sont sélectionnées, ça ne forme pas un tour. Tu as un exemple? Oui, si on prend deux groupes de trois villes qui forment deux triangles. Eh oui, bon exemple. Donc, exemple pour la question, c'est quoi? C'est la question 3? Exemple. Par exemple, si j'ai 2 villes comme ça, si j'ai 6 villes, et que sur ces 6 villes, j'ai 2 cycles de longueur 3, elles sont toutes dans exactement 2 paires, les villes. Pour autant, ça ne forme pas un tour. C'est pas un tour, ça. D'accord? Parce que c'est pas un seul cycle. Donc en fait, ça ne suffit pas de demander que toutes les villes participent à 2 paires. Et il doit y avoir... C'était quoi? 3. Ah non, c'est la question C. C'est ça que tu disais. Caractériser tous les cas où cela se produit. Est-ce que vous pouvez caractériser tous les graphes tels que... Alors en fait, on va parler en termes de graphes. Ça veut dire quoi? Tous les graphes tels que tous les sommets ont degré 2, parce que ça, le degré, c'est exactement ça, c'est le nombre d'arêtes incidentes au sommet. Quels sont tous les graphes qui ont tous leurs sommets de degré 2, mais qui ne sont pas un unique cycle? Est-ce que vous pouvez donner tous les exemples? Tous les graphes disjoints. C'est quoi? Tous les graphes disjoints. Disjoints qui sont pas connexes, ouais. Mais oui, alors mais faut être plus précis un petit peu. Qu'est-ce que tu mets sur chaque composante connexe?
pour faire que le degré est 2? cycle, du coup. Un cycle, d'accord? Donc en fait, c'est ça. La réponse, c'est ça. Les graphes qui sont comme ça, c'est exactement les unions disjointes de cycles. Ok? Exemple, ça. Ok? C'est exactement les unions disjointes de cycles. Ce sont les seuls graphes où tous les sommets ont degré 2. Donc quand je mets la contrainte de parité, en fait, ce que je force, c'est pas à ce que ça définisse un tour, c'est à ce que le graphe défini soit une union disjointe de cycles. Okay? Est-ce qu'on pourrait en faire une démonstration de ça? Du fait que, bon déjà, c'est clair qu'une union disjointe de cycles vérifie que tous les sommets sont de degré 2, parce que dans chaque cycle, tous les sommets sont de degré 2. Est-ce que vous pouvez me montrer que la réciproque, c'est-à-dire que si un graphe a tous ses sommets de degré 2, c'est une union disjointe de cycles? Est-ce que tu peux me montrer la réciproque, c'est-à-dire que un graphe qui a tous ses sommets de degré 2 est forcément une union disjointe de cycles? Est-ce que tu peux me prouver ça? Non, c'est pas vrai, c'est parce que s'il n'y a qu'un seul triangle, par exemple, avec un seul triangle, Donc un seul triangle, c'est une union disjointe de cycles. C'est l'union disjointe de un cycle. Alors, je réfléchis moi aussi à une preuve la plus simple possible. Vous arrivez à montrer ça? Oui. Si on prend un sommet, Ouais. on suit les deux sommets des deux côtés. Au bout d'un moment, on va arriver sur un cycle. Après, on prend un autre sommet, on remonte que ça fait un cycle. Et quand on a fait tous les sommets, on montre que ces cycles sont disjoints. Oui. Il y a l'idée. Je sais pas trop ce que ça veut dire. On prend un sommet, on suit des deux côtés. Il faudrait peut-être formaliser un peu plus ça et expliquer pourquoi c'est possible. Parce qu'on suit dans n'importe quel graphe, tu peux faire ça sur. Ça veut dire quoi suivre? Bah, c'est prendre le voisin, et puis sur le voisin, quand on sait qu'il n'y a qu'un seul voisin, du coup, Vu que quoi? vu que il est de degré 2 et qu'on est déjà son voisin, il n'y aura plus qu'un seul voisin de l'autre côté. Ouais. Et une fois qu'on a fait, une fois qu'on suit comme ça, on retombe forcément sur nous. Ouais. Ok. Donc je suis assez d'accord avec ça. J'ai pas mieux en tout cas. Donc ce que tu dis, moi je le dirais comme ça. On part d'un sommet. Donc vous êtes dans un graphe où tous les sommets ont degré 2. Ok? Vous partez d'un sommet, n'importe lequel. Il a deux voisins, donc en particulier, vous en choisissez un. Ok. Vous en choisissez un et vous allez vers ce voisin. Là, par contre, lui, il n'en a qu'un autre de voisin. Parce qu'il y en a un par lequel vous êtes arrivé, il n'y en a plus qu'un par lequel vous pouvez partir. Donc en fait, à chaque fois, ça vous définit une unique façon de progresser vers un nouveau sommet du graphe. D'accord? Donc un nouveau sommet, justement, ça ne peut pas être nouveau à l'infini.
Le graphe, il est fini. Donc un jour, le nouveau sommet vers lequel vous allez aller, vous l'avez déjà vu. Ok ? Est-ce que ça peut être un autre sommet que celui dont vous êtes parti ? Non, parce que regardez ce qui se passe. Tous les autres que vous avez déjà traversés, ils ont déjà degré 2. Ok ? Celui-là, là, il a déjà degré 2. Celui-là, il a degré 2. Celui-là, il a degré 2. Donc si vous ajoutez une arête entre le dernier de votre chemin là, et ce sommet-là, ça lui fait degré 3. Et ça, c'est pas possible, ils ont tous degré 2. Donc forcément, le seul que vous pouvez retrouver un jour, c'est celui dont vous êtes parti. Ok ? Donc ça finit comme ça, ce procédé. Et ça doit finir parce que le graphe est fini. Vous ne pouvez pas vous balader, découvrir des nouveaux sommets à l'infini. Un jour, vous retombez sur un sommet que vous avez déjà vu. Et c'est forcément celui dont vous êtes parti. Ok ? Donc ici, là, vous avez vu tous les voisins de ces sommets. Donc, pourquoi ? Autrement dit, ce machin-là, là, dans le graphe, c'est une composante connexe. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas être voisin d'un autre sommet du graphe. Il n'y a aucun de ces sommets-là qui peuvent être voisins d'un autre sommet dans le graphe. Pourquoi ? Parce que sinon, ça le ferait de degré 3, celui qui est voisin. S'il y en avait un de ceux-là, ils sont déjà tous de degré 2, là, on a fait un cycle. Donc, s'il y en avait un qui était voisin dans notre sommet, ben lui, ça irait pas, il aurait encore degré 3. Donc, ceux-là ne sont pas voisins de personne. Donc, ça, c'est une composante connexe qui est exactement un cycle. Ben, je l'enlève du graphe. Et par récurrence, je continue. C'est-à-dire que là, c'était l'union d'un cycle avec tout ça. Mais tout ça, ça a moins de sommets. Donc, par récurrence, si je fais une récurrence, par hypothèse de récurrence, ce machin-là, qui a moins de sommets, c'est une union disjointe de cycles. D'accord ? Si vous n'aimez pas dire par récurrence, vous dites, ben, je fais le procédé itératif. D'accord ? Je continue. Je refais pareil, je repars un sommet, je refais le truc, je retrouve un cycle à l'intérieur, je l'enlève, etc. Et je fais ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sommets dans le graphe. Ce que j'ai construit petit à petit, c'est une union disjointe de cycles, comme tu disais. Voilà. Donc en fait, c'est pas possible autrement. Si tous les sommets d'un graphe ont degré 2, le graphe, c'est une union disjointe de cycles. Éventuellement un seul cycle, mais c'est une union de cycles. Disjoint. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? À distance aussi, vous êtes OK ? Laetitia est OK depuis le début. Ouais, OK. Eh bien d'accord, continuons alors. Donc là, ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est avoir une formulation de notre problème, qui est celle-là, qui est ce que j'appelle le programme linéaire P, et qui a bien défini le truc à minimiser, et qui a mis des contraintes pour que ça soit l'ensemble des arêtes sélectionnées définissent une union disjointe de cycles. Sauf que ça ne me plaît pas. Moi, mon tour, c'est pas une union disjointe de cycles, ça doit être un seul cycle. Donc il faut encore qu'on rajoute des contraintes pour forcer tout ça, les BUV, à ne définir qu'un seul cycle. Et là, il faut un petit peu plus travailler. C'est là où est la difficulté. La contrainte de parité, je pense que vous l'auriez trouvé tout seul, même si on ne vous met pas sur la voie par des questions. La truc d'après, c'est un peu plus délicat. Donc comme c'est un peu plus délicat, l'exercice, il vous donne carrément la piste en extension. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre programme linéaire qui fait un truc qui a priori n'a rien à voir. Okay ? Donc maintenant, a priori ça n'a rien à voir, mais vous allez voir que on va retomber sur nos pattes et ça va nous aider à forcer ça, à forcer qu'il n'y ait qu'un cycle. Donc là maintenant, le programme linéaire qu'on considère, c'est un programme qui est défini sur un graphe. On a un graphe, G égale VE, donc là cette fois c'est pas un graphe complet, d'accord ? Il y a des arêtes entre certains sommets seulement. Le nombre de sommets c'est n, et on considère le programme suivant. On introduit une variable UV pour chaque couple, pour chaque arête, pour chaque couple de sommets adjacents dans G. Donc pour chaque arête, on introduit, pour chaque couple, c'est pour chaque couple de sommets adjacents, c'est pas pour chaque arête, vous allez voir la blague. C'est qu'en fait, ce qu'on introduit, c'est ça. Lorsqu'il y a une arête UV dans le graphe,
on introduit en fait deux variables. On introduit xuv et xvu. Okay, parce que ça, c'est des couples. Donc maintenant, xuv, c'est pas pareil que xvu. C'est pour ça que je le note avec des parenthèses. D'accord ? Maintenant, je parle de couple, je ne parle plus de paires. Les paires, c'est pas ordonné, les couples, c'est ordonné. Il y a le premier et le deuxième. Soit le premier c'est U, soit le premier c'est V, c'est pas pareil. Donc voilà, donc pour chaque couple UV, j'introduis une variable XUV. Blablabla, il y a 2 fois plus de couples que de paires, et blablabli, et blablabla. On propose le programme linéaire suivant, qu'on note pi de G. Okay. N de U, comme d'habitude, c'est le voisinage du sommet U dans le graphe. Donc, on propose le programme linéaire suivant. Maximiser rien, sous contrainte que pour tout UV, la somme des XUV et du XVU, ça doit être exactement 2. Okay. Et pour tout sommet, donc ça c'est pour toute arête de UV, et pour tout sommet, on doit avoir que la somme des XUV sur les arêtes incidentes à U, là, c'est-à-dire où V est un voisin de U, la somme des XUV sur les arêtes incidentes à U, elle doit être inférieure à 2 moins 2 sur n, où n, c'est le nombre de sommets dans le graphe. Ok, pourquoi pas, on va voir à quoi ça sert dans un moment. Et ça, voilà, et les XUV, eux, sont des réels positifs ou nuls. Okay. Voilà, première question, est-ce que ça vous choque qu'on cherche à maximiser rien ? Oui ? Non ? Pourtant, c'est facile de chercher à maximiser rien. Minimiser ou maximiser, là, ce serait pareil en l'occurrence. Ce qui est bizarre, non, c'est le rien. Ça veut dire quoi ? Oui, toi Laetitia, ça te choque qu'on cherche à maximiser rien. Ah oui, parce que rien, c'est déjà rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut maximiser ? Oui ? Je pense que c'est pour savoir si ça existe. Oui, c'est-à-dire, là, le but... Donc déjà, il y a 2 choses. Est-ce que déjà ça rentre dans le cadre formel que j'ai posé jusqu'à maintenant ? Ça veut dire quoi, rien, dans ce cadre ? Et autre chose, à quoi ça sert de maximiser rien ? Donc toi, tu réponds à la deuxième question. À quoi ça sert de maximiser rien ? Ça sert surtout à se poser, est-ce qu'il existe une solution admissible ? C'est-à-dire, est-ce que je peux ne serait-ce que satisfaire cet ensemble de contraintes en me moquant de ce que je cherche à maximiser. Donc oui, en effet, ça sert à ça. Ça sert à dire, est-ce que je peux trouver une solution qui satisfait ces contraintes ? Et rien, est-ce que ça rentre dans le cadre de ce qu'on a fait ? Normalement, on cherche à maximiser une combinaison linéaire. Oui, c'est la combinaison linéaire dans laquelle je mets tous les coefficients à 0. D'accord ? Donc là, les variables, c'est les XUV. Ça revient à dire, je cherche à maximiser la combinaison linéaire 0 fois XUV. D'accord ? Pour UV appartenant à V carré. Okay ? C'est ça que j'appelle rien. C'est maximiser 0 si vous préférez. Maximiser 0 sous contrainte, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est mieux de dire maximiser 0 en fait. Alors, c'est peut-être mieux que rien. C'est un peu choquant, mais voilà. Une combinaison linéaire admissible, c'est de mettre tout le monde à 0. Donc on cherche à maximiser 0 sous contrainte, machin. Donc en effet, ça rentre dans le cadre, stricto sensu, c'est-à-dire que c'est tous les coefficients linéaires tous les coefficients de la combinaison linéaire sont nuls, ça rentre dans le cadre. Et à quoi ça sert ? Ça ne sert pas à maximiser un truc, en effet, maximiser 0, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça sert à savoir si les contraintes sont satisfaisables et à chercher une solution qui satisfait les contraintes. Et pourquoi nous, ça nous intéresse ? Parce que nous, on a déjà le truc qu'on cherche à optimiser. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un ensemble de contraintes qui va nous forcer les arêtes sélectionnées à définir un unique cycle, pas une union disjointe de cycles. D'accord ? Donc c'est pour ça que ces contraintes vont nous intéresser. Et alors, en l'occurrence, qu'est-ce qui fait ce programme ? Je ne sais pas quelle est la question qu'on va nous poser. Ce programme linéaire, donc cet ensemble de contraintes, alors que je ne dise pas de bêtises, cet ensemble de contraintes, je vous vends la mèche avant de faire l'exercice, mais ça va vous aider à savoir où on va. Cet ensemble de contraintes là, il est satisfiable si et seulement si le graphe de départ, là le GVE, si et seulement si ce graphe ne contient pas de cycle.
Ok. Donc cet ensemble de contraintes va être satisfiable si et seulement si le graphe ne contient pas de cycle. Alors là, du coup, ça pose la question, mais quel est le rapport avec notre problème initial? Nous, on a une union disjointe de cycles et on veut forcer à ce qu'il y ait un seul cycle. On ne veut pas qu'il n'y ait pas de cycle. Donc, comment est-ce qu'on peut comment se ramener à utiliser ce truc-là? Là, quand on aura fini de montrer que ce machin-là, ça marche, et que ce que je dis, c'est vrai, que ça, c'est satisfiable si et seulement si le graphe ne contient pas de cycle, comment est-ce qu'on va se ramener à notre truc? Comment est-ce qu'on va utiliser ça dans notre truc initial pour forcer notre union disjointe de cycle à être un cycle? Il manquerait juste le dernier. C'est quoi? Il manquerait juste le dernier. Le dernier quoi? Ça ferait une sorte de chemin. Et en fait, il nous manquerait la dernière arête qui relie le point d'arrivée au point de départ. Ouais, peut-être, mais... Ouais. Oui, peut-être. Il faudrait trouver un moyen de caractériser ça. C'est ça, mais du coup... Donc moi, j'ai mon machin. J'ai déjà mon machin qui est satisfait par tous les unions disjointes de cycle. Je veux rajouter des contraintes pour qu'il soit satisfait que par un cycle. Quel est le rapport avec ça, avec cet ensemble de contraintes? Ah, c'est peut-être pas facile à voir. Ah, je vous le dis. Le rapport, c'est ça. C'est que dans mon union disjointe de cycle, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un sommet, arbitrairement, n'importe lequel. Vous pouvez choisir le sommet que vous voulez. Okay. Vous enlevez un sommet. Okay. Et puis les arêtes qui le touchent. Ce qui reste là, ça ne contient pas de cycle, si et seulement si ce dont vous étiez parti, c'était un unique cycle. Si c'était un unique cycle, quand vous enlevez un sommet, ça ne contient plus de cycle. Et si ce n'était pas un unique cycle, si c'était une union disjointe de cycles, de plusieurs cycles, quand vous en enlevez un, il reste un cycle. Il reste celui-là, là, par exemple, et celui-là. Donc en fait, ce truc-là, c'est pas direct. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais enlever un sommet et je vais utiliser ce truc-là. Je vais demander que ce truc-là soit satisfiable, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de cycle. Donc j'enlève un sommet et je demande qu'il n'y ait plus de cycle. Ça marche si et seulement si au départ, j'avais qu'un cycle. Si j'avais plusieurs cycles, quand j'enlève un sommet, j'ai toujours un cycle. Okay. Donc voilà. Donc ça, on va l'utiliser. Je n'ai pas compris pourquoi on enlève un sommet. Pourquoi on enlève un sommet? C'est ça l'astuce en fait. Donc ça là, c'est un truc qui marche sur un graphe, Laetitia. Ça marche sur un graphe. Donc nous, il n'y a pas trop de suspense. Le graphe qu'on va utiliser, c'est le graphe des BUV là, des BUV qui seront égaux à 1. Le graphe des arêtes que j'ai sélectionnées pour faire mon tour. Sauf que pour l'instant, les contraintes qu'on a ne nous forcent pas à ce que ce soit un tour, mais à ce que ce soit une union disjointe de cycles. Donc, moi, ce que je dis, c'est que je veux rajouter des contraintes pour que ça ne soit plus une union disjointe de cycles, mais un seul cycle. Et pour ça, je vais faire un programme linéaire qui est presque celui-là. D'accord ? Qui est celui-là, mais avant de demander que ces contraintes soient satisfaites, je vais d'abord enlever un sommet du graphe. Pourquoi ? Parce que quand j'ai une union disjointe de cycles, lorsque j'enlève un sommet, je tombe sur quelque chose qui contient encore un cycle. Alors que si je suis parti d'un unique cycle, lorsque j'enlève un sommet, je tombe sur un truc qui ne contient plus de cycle. Donc en fait, enlever un sommet, c'est une opération qui permet de me... Au lieu de... Je ne sais pas tester si c'est un seul cycle ou si c'est une union de plusieurs cycles. Par contre, je sais tester qu'il n'y a pas de cycle grâce à ce programme. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève un sommet et je demande, est-ce qu'il n'y a plus de cycle? Si quand j'enlève un sommet, il n'y avait plus de cycle, c'est bon, c'est que j'avais qu'un seul cycle au départ. Si quand j'enlève un sommet, il y a encore des cycles, c'est que j'étais parti d'un truc qui était une union de plusieurs cycles. Exactement, on casse les cycles. Et en fait, quand tu enlèves un sommet, tu en casses un. S'il y en a plus, c'est qu'il n'y en avait qu'un. S'il y en a encore, c'est qu'il y en avait plus d'un. Voilà. Donc après, on va enlever un sommet arbitrairement. Dans la formulation finale du problème, vous allez voir, on va enlever un sommet arbitraire et on va ramener cet ensemble de contraintes. Ok. Donc, maintenant, ce qui reste à prouver, c'est ce que je disais au départ, c'était que
ce programme-là, là, cet ensemble de contraintes, il est satisfiable si et seulement s'il n'y a pas de cycle dans le graphe. Okay. Et en fait, on va prouver un truc moins fort, mais suffisant pour nous. Parce que nous, regardez, c'est pas n'importe quoi ce qu'on fait. On part d'un truc qui est une union disjointe de cycles. Donc, quand j'enlève un sommet, il y a deux situations seulement. Je n'obtiens pas n'importe quel graphe. J'obtiens soit un graphe qui a un cycle, comme on l'a dit là, quand il y en avait plusieurs au départ, soit j'obtiens un chemin. Ok ? Soit il y avait plusieurs cycles et il reste un cycle, soit il n'y avait qu'un cycle et ce que j'obtiens, c'est un chemin. Donc en fait, moi, je ne suis pas obligé de montrer un truc aussi fort que ce que j'ai dit. Ce que je veux montrer, c'est que si le graphe est un chemin, ça, c'est satisfiable. Et si le graphe contient un cycle, c'est pas satisfiable. En vrai, je pense que l'énoncé que j'ai dit au début, il est aussi vrai. Il est plus fort, mais il est aussi vrai. Je pense que ça, c'est satisfiable, pas uniquement pour les chemins. Je pense que c'est satisfiable pour tous les trucs qui n'ont pas de cycle, pour toutes les forêts. Mais nous, on ne va pas montrer un truc aussi compliqué. On va juste montrer que si le graphe, c'est exactement un chemin, ça, je peux le satisfaire. Et s'il y a un cycle quelque part dans le graphe, ça, je ne peux pas le satisfaire. Okay. Alors, la première question, c'est quoi ? C'est le deuxième truc que je viens de dire. Montrer que s'il y a un cycle quelque part dans le graphe, je ne peux pas satisfaire cet ensemble de contraintes. Allez, je vous laisse réfléchir 5 minutes sur ça. Avant de réfléchir, je vous aide un petit peu. Je vous donne une façon de penser cet ensemble de contraintes-là. Cet ensemble de contraintes-là, les XUV et le XVU, ils somment tous les deux à 2. En fait, vous pouvez le voir comme ça. Vous pouvez le voir comme, dans le graphe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un budget à chaque arête. On a donné un budget 2 à chaque arête. Okay. Toutes les arêtes reçoivent 2 de budget, de poids, de charge. On va dire, voilà. C'est une charge. Elles reçoivent la charge 2. D'accord ? Toutes les arêtes reçoivent la charge 2. Et elles peuvent la répartir comme elles veulent, cette charge, entre leurs deux extrémités. Ça, c'est le XUV et le XVU qui, tous les deux, somment à 2. D'accord ? Donc ce poids, elles le cassent, vous leur donnez 2 à chacune, et elles le cassent comme elles veulent. Vous pouvez le casser comme vous voulez, entre ce sommet et ce sommet. Et le jeu, c'est de faire ça, tout en garantissant que pour tous les sommets, il n'y a aucun sommet qui reçoit trop de poids. Le maximum qui est prêt à supporter un sommet, c'est un peu moins de 2. C'est 2 moins 2 sur n. Donc chaque arête reçoit un poids 2, elle peut le dispatcher comme elle veut entre ses extrémités, dire toi je te donne 0.1, toi je te donne 1.9. Lui il dit toi je te donne 0.8, toi je te donne 1.2. Et il faut que la somme de tout ce que reçoit un sommet de toutes ces arêtes qui lui sont incidentes, elle ne dépasse pas 2 moins 1 chouïa. Ok ? C'est ça le jeu. Alors, est-ce que vous pouvez montrer que s'il y a un cycle dans ce graphe, je ne peux pas gagner à ce jeu. Je n'arriverai jamais à faire ça. S'il y a un cycle dans le graphe, c'est perdu. Je vous laisse 5 minutes pour réfléchir à ça. Donc il y a un cycle dans le graphe qui peut avoir des cordes, hein, ça peut être un peu n'importe quoi, voilà, et puis qui peut avoir aussi des voisins à l'extérieur. Hein. Tout est autorisé, voilà. Mais vous jouez le jeu de chaque arête reçoit un poids 2 qu'elle peut dispatcher comme elle veut entre ses deux voisins, mais chaque sommet ne peut pas supporter plus que 2 moins 2 sur n de poids. Et chaque arête reçoit 2. Vous n'arriverez pas à satisfaire ces contraintes s'il y a un cycle dans le graphe. Essayez de le montrer. Je vous laisse réfléchir encore 3 minutes, d'accord ? Oui. Le petit n, c'est le nombre de sommets. Ouais. Nombre de sommets dans le graphe. Oui. Parce que comme il y a un cycle et donc le poids à l'infini, ça va s'accumuler. Mais comme il y a un cycle, il y a un problème. Tu n'arrives pas à... Ouais. Il faut faire un compte. Il faut compter des trucs et voir qu'en fait, il y en a trop, que n'importe comment que tu répartis, ça ne peut pas faire que tous les sommets ne soient pas plus chargés que ça. Il y en a un qui va avoir plus que ça. Ça, c'est pas
Alors, est-ce que vous avez un raisonnement pour me montrer que ce n'est pas possible de satisfaire ces contraintes quand il y a un cycle? Oui. À partir du moment où il y a un cycle, en fait, les arêtes du cycle, Ouais. elles vont distribuer ces tournelles Ouais. au sommet du cycle. Et donc tous les sommets du cycle, ils auront au moins deux points. Si les deux sont supérieurs à 2 moins 2. Oui, alors c'est la fin simplement de ton raisonnement qu'il faudrait un petit peu préciser. Donc, je suis d'accord, ton point de départ, c'est de dire que déjà, si je regarde que ne serait-ce que les arêtes du cycle, elles reçoivent tout un poids 2, une charge 2, qu'elles doivent répartir entre leurs deux extrémités. Donc, elles vont répartir sur les sommets du cycle. Et toi, ce que tu fais, c'est un raisonnement pour dire que si c'est comme ça, il y a forcément un des sommets du cycle qui est chargé plus que ça. C'est ça? Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail pourquoi il y en a forcément un qui est chargé plus que ça? Comment tu attrapes cette partie-là du raisonnement? C'est ça qui m'a un peu manqué dans ce que tu as dit. Pour que les arêtes, elles répartissent uniformément, elles vont donner un point de chaque côté, à chaque extrémité. Mais c'est peut-être pas le mieux, ça. Moi, je suis d'accord avec l'intuition, mais tu vois, tu n'es pas sûr que ce soit le meilleur, ça. Peut-être elle ferait mieux de casser certaines 0,4, 1,6, d'autres 0,5, 1,5. Peut-être c'est mieux, mais je n'ai pas l'impression. Mais justement, comment tu peux attraper tout ça à la fois? C'est simplement de compter au total sur le cycle. Si tu comptes, alors disons qu'il y a K, je suis en quoi? Disons qu'il y a K sommets sur le cycle. Ok. De toute façon, le poids des arêtes du cycle, il y a aussi K arêtes. Donc le poids total que reçoivent les sommets du cycle de la part des arêtes du cycle, et en plus ils vont en recevoir des autres arêtes qui ne sont pas dans le cycle, c'est au moins 2K. D'accord? Donc c'est 2K au moins de poids à se dispatcher entre les sommets du cycle. Donc ça veut dire que si je fais la moyenne de la charge sur les sommets du cycle, la moyenne c'est 2K divisé par K. D'accord? C'est au moins 2K divisé par K, c'est-à-dire c'est au moins 2. D'accord? Donc si la moyenne des charges des sommets du cycle c'est au moins 2, il y en a forcément un des sommets qui a au moins la moyenne. Ils ne peuvent pas être tous en dessous de la moyenne, sinon c'est plus la moyenne. Okay? Donc il y a au moins un des sommets du cycle qui doit avoir charge 2. Donc il existe un sommet sur le cycle qui a charge supérieure ou égale à 2. Par un argument de charge totale, que la charge totale sur le cycle c'est 2K et qu'il n'y a qu'à sommer pour l'encaisser. Donc il y en a forcément au moins un qui encaisse au moins 2. Okay. Donc 2 c'est plus grand que 2 moins 2 sur n. Voilà. 2 c'est strictement plus grand que 2 moins 2 sur n. Et du coup, s'il y a un cycle, ce truc-là ne peut pas être satisfait pour tous les sommets. Il y a au moins des sommets du cycle qui reçoivent charge au moins 2. Ok, est-ce que c'est ok pour tout le monde ce raisonnement? Ouais, ça va. Alors, à l'inverse, est-ce que vous pouvez me montrer, pas le truc général, mais le truc plus restreint, que si le graphe est un bête chemin, alors je peux satisfaire cet ensemble de contraintes? Donc maintenant, je m'intéresse, ça doit être la question d'après, si je ne me trompe pas. Je vais voir quand même. Elle est où la question d'après? Montrer que si G est un chemin, alors le programme linéaire ci-dessus admet au moins une solution faisable. Bon, alors allons-y. Partons d'un graphe qui est un chemin, mais pile poil un chemin. D'accord? G, c'est ça. Okay. Chaque arête reçoit 2 qu'elle va dispatcher comme elle veut entre ces deux extrémités. Et moi, je veux que pour tous les sommets, la charge de U soit inférieure à 2 moins 2 sur N. Là, il y a N-1, si N c'est le nombre de sommets, il y a N-1 arête. Bonne remarque. Comptons déjà que c'est possible au niveau charge totale. D'accord? Donc charge totale, tu dis, il y a, donc s'il y a N sommets, si j'appelle N le nombre de sommets sur le chemin, là, tu dis la charge totale, il n'y a que N-1 arête. N-1. Il y a N-1 arête.
Et donc, il y a 2 fois n-1 de charge totale. Okay, ça, c'est la charge totale. Et il y a combien de sommets pour l'encaisser? Il y en a, on a dit n. Donc, en moyenne, ils vont être chargés à 2n-1 sur n, qui vaudrait exactement 2 moins 2 sur n. Donc, c'est possible, mais c'est la limite. Ça veut dire que, ça c'est un bon truc d'ailleurs, ça veut dire que si on y arrive, tous les sommets sont chargés à 2 moins 2 sur n. Ok? Bon, du coup, il reste juste à définir comment chaque arête répartit son poids, pour voir que c'est possible. Ici, cette arête, elle va donner combien à ce sommet? Combien? Non, plus que ça. Parce que regarde, à la fin, tout le monde doit recevoir 2 moins 2 sur n. Et ce sommet, il va recevoir du poids que de cette arête. Donc il n'y a pas le choix. Si tu veux faire ça, il faut qu'il reçoive 2 moins 2 sur n. Lui, il n'y a pas le choix. Si on ne met pas ça, c'est sûr que ce n'est pas satisfait. Du coup, cette arête, elle avait 2 à donner. Elle a déjà donné 2 moins 2 sur n. Donc de ce côté, elle donne ce qui reste, 2 sur n. Okay. Et lui, il doit être chargé à 2 moins 2 sur n. Il a déjà reçu 2 sur n. Donc il faut lui donner combien de la part de cette arête-là? 2 moins 4 sur n. 2 moins 4 sur n plus 2 sur n, ça va faire 2 moins 2 sur n. Okay. Et on continue comme ça. Celle-là, elle a déjà donné 2 moins 4 sur n ici. Il lui reste 4 sur n à donner de ce côté. Donc lui, il va recevoir 2 moins 6 sur n. Ok. Et on continue comme ça. Alors, on continue comme ça, mais à la fin, est-ce qu'on retombe sur nos pattes? C'est un peu le seul enjeu. Donc, on va regarder comme il faut. Mettons que lui, ce soit le sommet I. D'accord? Je pars du sommet 1, le sommet 2, le sommet 3 et le sommet I. Donc, regardez, le sommet 3, il a reçu de la gauche, non pas 2 fois 3 sur n, mais 2 fois 3 moins 1 sur n. Donc lui, là, a priori, il va recevoir 2 fois i moins 1 sur n de la gauche. Okay. Et là, il va recevoir de la droite 2 i sur n. Donc a priori, si les premières formules sont bonnes, il va recevoir 2 moins 2i sur n. Okay. Je somme ces trucs-là, ça fait le 2i sur n qui dégage, il reste le moins 2 sur n, ça fait 2 moins 2 sur n au total pour lui. Donc ça, c'est bon. Lui, il aura la bonne charge. Okay. Et du coup, à la fin, donc ici, alors attendez, on va vérifier que mon truc est bien foutu pour chaque arête aussi. Ça serait pas bête. Ce serait donc ça. Lui, c'est le sommet i plus 1. Donc si j'en crois ma formule, il devrait recevoir de ce côté-là, à gauche, 2 fois i sur n. Et moi, je voudrais que ça plus ça somme à 2. Eh bien, c'est bon, ça somme à 2. Donc, ce procédé, si au sommet i, il reçoit 2 fois i moins 1 sur n à gauche et 2 moins 2i sur n à droite, pour toutes les arêtes, on a poids 2. Et pour tous les sommets, on a poids 2 moins 2 sur n. Et il reste juste à voir que ça termine bien, que quand à la fin i vaut n, qu'est-ce qu'il reçoit à gauche? Il reçoit, lorsque i vaut n, il reçoit 2 fois n moins 1 sur n. Ok. Et lui, il reçoit combien du coup? Ça, c'est exactement égal à 2 moins 2 sur n. Donc ça marche. Si vous faites l'affectation comme ça, tous les sommets reçoivent 2 moins 2 sur n. D'accord? Bon, ça repose un peu tout là sur la formule qu'on a trouvée en partant du début, quoi. Ça veut dire que vous mettez au taquet tout ce que vous pouvez sur le premier, vous mettez au taquet tout ce que vous pouvez sur le deuxième, etc. en espérant charger tout le monde à 2 moins 2 sur n. Et bien oui, ça marche. À la fin, le dernier, il reçoit 2 moins 2 sur n et c'est bon. Et donc ça marche. Ils sont tous chargés à 2 moins 2 sur n et c'est la seule solution d'ailleurs qui était possible, on l'avait dit d'emblée. Et il y a une façon de faire qui est comme ça.
Donc si c'est un chemin, cet ensemble de contraintes, il est satisfiable. Si ça contient un cycle, il n'est pas satisfiable. Du coup, j'en reviens à ce qui nous intéressait nous. On part de une union disjointe de cycles et on va demander à ce que ces contraintes-là, ces contraintes bizarres, là, elles sont où là ? À ce que ces contraintes-là, la πg, soient satisfaites après avoir enlevé un sommet. Je pars de mon union disjointe de cycle, j'enlève un sommet, j'enlève une ville, je dis toi tu joues plus, j'exprime les contraintes de πg, et voilà, c'est satisfiable. Si c'est un chemin, c'est satisfiable. Ça veut dire si j'étais parti d'un unique cycle, c'est satisfiable. Et si j'étais parti d'une union disjointe de cycle, il reste un cycle et c'est pas satisfiable. Donc ça me discrimine, ça me force le truc original à être un unique cycle. Alors il reste à mettre ça tout ensemble maintenant qu'on a compris comment ça marche. Voilà, okay. Donc là ça c'est exactement ce que je viens de dire. Je ne le montre pas plus. Ça. Vous prenez W, une ville quelconque, et vous prenez le graphe G-tilde qui est formé des paires sélectionnées qui ne contiennent pas le W, c'est-à-dire dans lequel vous allez enlever W. Alors c'est un chemin. Soit c'est un chemin, soit si on était parti d'un tour, et si on n'était pas parti d'un tour, ça contient un cycle. Okay, c'est ce qu'on vient de faire plein de fois comme raisonnement. Maintenant, il reste à ramener, à mettre ensemble les deux bouts de programme linéaire. Alors ça, je vais vous le laisser faire. Donc on a deux programmes linéaires, ok ? On a le P, qui est le programme linéaire qui contient le truc à maximiser, à minimiser et les contraintes de parité. Et on a le πg qui force un graphe comme on veut. Est-ce que vous pouvez mettre les deux ensemble ? Est-ce que vous pouvez mettre ce bout-là avec le P au-dessus ? Est-ce qu'avec tout ça là, est-ce que vous pouvez me faire un joli programme linéaire qui fait exactement ce qu'on veut entre ça et ça ? Il ne suffit pas de les coller. Il y a l'histoire d'enlever W. Il y a l'histoire que le graphe, là, c'est pas le graphe. Il faut dire ce que c'est le graphe. C'est le graphe défini par les paires sélectionnées, par les BUVA1, etc. Est-ce que vous arrivez à mettre tout ça ensemble ? Allez, je vous laisse 10 minutes, 5-10 minutes pour faire ça. On va essayer de faire ça. Le P, il est déjà mis comme il faut, d'accord ? Le P, il n'y a rien à changer. Le petit problème, c'est pour ramener phi de G. Il y a deux petits changements à faire. D'abord, il faut, comme je disais, il y a le fait que G, c'est pas G, il n'y a pas de G dans la formulation initiale du problème, il n'y a pas de graphe. Là, le G en question, c'est le graphe formé par les BUV A0, A1. Donc, comment est-ce que je combine mon programme linéaire phi de G avec les BUV A1
Ok, alors regardons ensemble comment est-ce qu'on peut faire ça. On va se baser sur ce qui est écrit dans la correction. Où elle est cette correction? Elle est là. Ok, donc nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc il nous faut toujours les contraintes de parité, ok? Donc toujours le même truc à minimiser, toujours les contraintes de parité. Et ce que je veux ramener ensuite, c'est l'histoire du graphe et d'enlever un sommet W. Donc pour le graphe, ce que je peux faire simplement, c'est dire que les variables XUV, elles vont sommer à 2. Donc moi, je veux mettre des XUV que sur les paires sélectionnées, que sur les UV qui ont été sélectionnés dans le tour. Donc, je vais dire qu'elle somme à 2 seulement si BUV est égal à 1. Si BUV est égal à 0, elles sommeront à 0. Et comme elles sont toutes les deux positives, elles vaudront 0. Ça veut dire que c'est une façon de dire que les seuls XUV qui ne seront pas 0, ça sera pour les paires que j'ai sélectionnées, pour les BUV que j'ai sélectionnés. Donc ça va vraiment nous faire le programme linéaire pour le graphe formé par les paires sélectionnées. Juste en rajoutant, au lieu de 2, là, ici, je mets 2 fois BUV. D'accord? Ça fait 2 si BUV vaut 1, ça fait 0 sinon. Ok, et après, les autres contraintes, toujours pareil, tous les sommets ne doivent pas recevoir plus de 2 moins 2 sur n de charge. Il reste un dernier truc, c'est qu'il faut que ce graphe-là, là, ça marche, on a dit, si j'enlève un sommet W avant. Donc je prends un sommet W, n'importe lequel, et en fait, des contraintes là, de cette sorte-là, je les fais pour toutes les paires de villes qui ne contiennent pas W. Okay. Donc j'enlève W d'emblée. W ne joue pas dans l'histoire. Le graphe que je forme, c'est sans W. C'est le graphe des trucs sélectionnés, mais sans W. D'accord ? Et pareil, pour les contraintes de charge, il n'y a pas W qui joue à l'intérieur. Je demande que la charge de tous les sommets, autre que W, ça soit 2 moins 2 sur n. Okay. Et voilà, j'ai mes contraintes d'intégralité là, binaires. Mes variables binaires, c'est pour sélectionner les arêtes du tour. Et pour les autres, les XUV, ils sont simplement positifs. Alors ceci dit, ils sont positifs, mais du coup, ils sont aussi inférieurs à 2 par la force des choses, puisqu'ils doivent sommer à 2. Soit ils somment à 2, soit ils somment à 0. Soit ils sont tous les deux égaux à 0, soit ils sont compris entre 0 et 2. Voilà. Donc là, en exprimant les choses de cette façon-là, d'une part, ça exclut une ville W, et puis d'autre part, ça s'intéresse au graphe uniquement formé par les BUV à 1. Donc ça force que ça soit une union disjointe de cycles, les BUV, et ça force que lorsque j'ai enlevé W, le graphe formé par les BUV à 1 ne contienne pas de cycle. Parce que s'il contient un cycle, ça, c'est pas satisfiable. Et si par contre c'est un chemin, c'est satisfiable. Donc ça force à ce qu'ici, l'union disjointe de cycles, ça soit exactement un cycle. Si on satisfait toutes ces contraintes, on satisfait toutes ces contraintes si et seulement si on a sélectionné un tour. Et moi, ce que je veux, c'est minimiser la distance totale du tour parmi tous les tours possibles. Donc ces contraintes sont satisfaites. Donc ça, c'est satisfait si et seulement si BUV définit un tour. Ok ? Vous êtes ok avec ça ? À distance aussi ? Oui. Oui, ça veut dire à moitié, quoi, ça, Laetitia, quoi. Tu dis oui parce que c'est 17h, quoi. Bon, de toute façon, c'est le genre de choses, en effet, qui peuvent se reprendre une deuxième fois à tête reposée pour être sûr. Mais s'il y a besoin de réexpliquer un point, tu me dis. Ça va aller.
Merci Laetitia, tu dois sentir que je suis aussi épuisé. Je voulais en fait au départ vous montrer un autre problème. Donc je voulais qu'on revienne sur la feuille du flow. Je voulais vous montrer un truc sur la feuille du flow. Alors, petite gymnastique, il va falloir que je change ma fenêtre d'enregistrement. Donc je vais faire finir.